Suppose qu'on n'ait pas d'argent et qu'on soit intelligent. Avant de commencer cette vidéo, petit encart publicitaire. Pour vous rappeler que je viens de lancer une campagne de crowdfunding pour réaliser un documentaire sur Beaumarchais, je vous invite à la retrouver en description de cette vidéo. C'est le premier lien qui va s'afficher. C'est très important que vous alliez voir comment j'ai développé ça. Et évidemment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer. Il y a des contreparties intéressantes pour n'importe quel niveau de donation. Donc vraiment, allez faire un tour là-dessus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la chaîne Héraclès consacré au décryptage de l'actualité mondiale sous un point de vue historique. Pour ce troisième épisode, je vais discuter avec vous de celui qui marque l'actualité mondiale depuis plus de 15 ans maintenant, un certain Poutine, Vladimir de son prénom. Alors nous allons découvrir ensemble comment un simple agent du KGB a pu se hisser à la tête du plus grand pays du monde et en refaire une puissance mondiale. Dans un premier temps, je vais retracer l'ascension de Vladimir Poutine, puis dans un second temps, nous verrons ensemble l'ambition mondiale de Vladimir Poutine pour la Russie et nous la décrypterons. Alors Poutine, simple dictateur ou nouveau tsar des temps modernes, je vous propose que nous en discutions ensemble juste après ça. Avant de découvrir la personnalité de Poutine, un petit retour dans le temps s'impose. Il est impossible de comprendre les ambitions actuelles de la Russie sans comprendre le contexte dans lequel l'Empire russe a grandi. Longtemps une puissance éloignée de l'Europe, la Russie a progressivement étendu ses frontières vers l'Est et le Sud en quête de frontières naturelles. Durant de nombreuses années, la Russie fut à la lutte avec les Mongols. On pensera notamment à la Horde d'Or, ou encore avec les envahisseurs polonais et lituaniens. La puissance russe s'est construite autour de Moscou et surtout autour de Saint-Pétersbourg, bâti par le tsar Pierre le Grand. Sous ce tsar, au XVIIe siècle, la Russie fait son entrée dans le jeu des puissances européennes. La victoire de Poltava, remportée sur la puissante Suède en 1709, met fin au pouvoir suédois dans la région du nord de l'Europe et signe l'avènement de la puissance russe comme une véritable puissance européenne. Catherine II la Grande veut pousser l'avance russe vers le sud et la rapprocher de l'Empire ottoman, futur grand rival de la Russie. À la fin du XVIIIe siècle, la Russie s'empare de la Crimée aux dépens des Ottomans et enchaîne les victoires contre les Turcs grâce au fameux général Souvarov, véritable génie militaire. L'Empire russe va compter de plus en plus en Europe et la fameuse campagne de Russie de Napoléon Ier en 1812 marque un nouveau tournant dans l'histoire européenne. La Russie ne peut plus être ignorée, elle fait partie du jeu des grandes nations européennes. Néanmoins, certaines ombres apparaissent au tableau de la puissance russe. Le pays est arriéré économiquement, le servage y étant encore la règle, et l'Empire fait peur aux autres puissances européennes. On parle de l'ours russe, des sauvages de l'Est, aux manières grotesques et à la cruauté légendaire. Au XIXe siècle, la Russie connaît de nombreuses extensions de son territoire, dans le Caucase, au prix de terribles combats, ou encore vers l'immense Sibérie. La fin du siècle est marquée par une volonté de rapprochement avec l'Occident, notamment avec la France et la Grande-Bretagne, avec qui la Russie va s'allier entre 1893 et 1907. Seulement voilà, les souverains médiocres se succèdent à la tête de l'Empire et vont plonger progressivement le pays dans le chaos de plusieurs événements qui vont progressivement le faire imploser. Tout d'abord, la terrible défaite contre le Japon en 1905, qui est marquée par l'arriération technologique
et tactique de l'armée russe qui se fait écraser par le Japon, puis la révolution sanglante de la même année 1905, et enfin les terribles boucheries de la Première Guerre mondiale vont porter des coups non négligeables à la puissance russe. Ceci aboutit à la révolution de 1917, menée par le fameux Lénine. Pays agricole, la Russie se convertit au communisme, religion politique des ouvriers. Avec le renforcement sanguinaire du pouvoir sous Staline durant l'entre-deux-guerres, la Russie s'industrialise de force, mais les disparités économiques restent immenses entre les régions. Le 23 août 1939, c'est le pacte germano-soviétique, également appelé pacte Molotov-Ribbentrop, et puis l'invasion de la Pologne. Durant cette période qui précède l'invasion hitlérienne, la Russie va jouer un double jeu. Mise à l'écart par les puissances démocratiques européennes durant l'entre-deux-guerres, la Russie va finalement réaliser un choix pragmatique en se rapprochant de l'Allemagne nazie, l'une des grandes ambitions de Staline étant de redonner à l'URSS les frontières qu'avait auparavant l'Empire russe. Une alliance de circonstances avec Hitler a pu sembler une bonne option, même si, évidemment, elle va se retourner contre lui. Donc, le 22 juin 1941, ce sera la terrible invasion hitlérienne. L'opération Barbarossa, des dizaines de millions de morts, et enfin, en 1945, suite à des offensives victorieuses et réellement exceptionnelles, l'armée rouge va remporter la guerre aux côtés de ses alliés occidentaux. Durant l'après-guerre, c'est l'avènement d'un pouvoir russe et surtout communiste exceptionnellement influent dans le monde entier. Menée d'une main de fer par Staline, la politique étrangère de la Russie en fait une puissance de premier plan qui va se lancer dans un nouveau conflit avec les États-Unis d'Amérique, la guerre froide. Vladimir Poutine est né en 1952 à Leningrad, alias Saint-Pétersbourg. Sa mère a énormément souffert durant les offensives allemandes de la Seconde Guerre mondiale et a d'ailleurs failli y passer. Le père de Vladimir Poutine, quant à lui, est un homme assez important car il est chef d'un soviet, un comité communiste présent dans les usines. Alors, l'enfance de Vladimir Poutine va être commune à celle de tous les autres enfants qui vivent à cette époque en URSS. Et c'est qu'à l'adolescence qu'il va commencer à faire quelques conneries. Alors, donc Vladimir Poutine, le jeune Vladimir Poutine commence un peu à partir en vrille, et c'est une de ses professeurs d'école qui va le remettre dans le droit chemin et entreprendre de le cultiver, si j'ose dire. C'est ainsi à l'adolescence que Vladimir Poutine va commencer à réellement se forger une culture classique russe en lisant et en se passionnant pour la littérature russe qui, comme vous le savez peut-être, est très riche. C'est donc à l'adolescence que Poutine commence vraiment à forger l'homme qu'il sera. Durant sa période post-adolescente, le grand rêve du jeune Vladimir va être de rentrer dans le KGB. Seulement pour rentrer dans le KGB, vous vous doutez bien que c'est pas comme rentrer à la poste. Donc il faut non seulement être très bon dans ses études, mais également développer un profil très sportif. Vous savez peut-être, mais durant la période soviétique, on va dire que le sport était particulièrement mis en avant dans les pays communistes et il y a eu d'ailleurs de nombreuses affaires de dopage, notamment avec la RDA, l'ancienne République communiste allemande, est-allemande, qui avait dopé de nombreux athlètes. Donc il était normal que pour entrer au KGB, il faille être très sportif. C'est ainsi que durant sa période post-adolescente, que Vladimir Poutine va se passionner pour les sports de combat qui vont contribuer à bâtir l'image de Vladimir Poutine, celle d'un homme bien entretenu, combatif et surtout dynamique. C'est une image sur laquelle il va beaucoup s'appuyer pour atteindre le poste de président de la Fédération de Russie, comme on le verra plus tard. Alors donc il s'entraîne, machin, finalement il rentre au KGB dans les années 70, et en 1982, il va se marier avec une hôtesse de l'air. Malgré ses demandes répétées, Vladimir Poutine va rester cantonné à des jobs dans les services administratifs du KGB et ne va jamais aller sur le terrain. D'autant plus que quand on est marié, ça impose une contrainte supplémentaire, donc au début des années 80, Vladimir Poutine n'est pas un membre très important du KGB. En 1985, sa demande de mutation va enfin être acceptée et il va être envoyé en Allemagne de l'Est, à Dresde, où il va faire partie de la réserve du KGB. À cette époque, Vladimir Poutine est alors major du KGB et en Allemagne de l'Est, il va entreprendre d'être une sorte de recruteur d'espions pour le compte du KGB.
Alors donc, s'il est envoyé en Allemagne de l'Est, ça nous impose de faire un petit éclaircissement sur la situation politique de l'Allemagne à l'époque. Alors l'Allemagne des années 80 est divisée entre la RFA et la RDA. La RDA fait partie du bloc de l'Est, tandis que la RFA est proche des Occidentaux, donc fait partie du bloc de l'Ouest. Poutine est envoyé là-bas et c'est là-bas qu'il va apprendre l'allemand. C'est ainsi, pour cette raison, que pendant de nombreuses années, la relation, par exemple, entre Poutine et Merkel va être assez bonne, parce que, donc, Poutine parle allemand, il ne parle pas anglais, mais il parle allemand, et il a longtemps compté sur Angela Merkel pour établir un lien avec l'Union européenne. Donc, évidemment, avant les dernières années, où il s'est plutôt éloigné de l'Occident. Durant ces quelques années, je veux dire, sans grand intérêt, Vladimir Poutine va être en poste en Allemagne, et ce qui est plus notable, c'est de voir l'évolution de la situation politique durant ces années-là. Alors, à partir de 1982 et la mort de Brejnev, des dirigeants politiques communistes sans ambition vont se succéder à la tête de l'URSS, comme Andropov ou Tchernenko, et ces vieux schnocks vont progressivement plonger tout le pays dans la torpeur, et avec la Russie, le bloc de l'Est. Progressivement, le bloc de l'Est va s'endormir et c'est Gorbatchev, le nouveau dirigeant de l'Union soviétique dans la seconde moitié des années 80, qui va entreprendre de remettre sur pied l'Union soviétique. Alors, néanmoins, ces idées de réforme vont en réalité précipiter la chute du bloc de l'Est, et c'est ainsi que ces réformes qui sont appelées la perestroïka vont complètement faire exploser le système soviétique et le système communiste au sens large. Welcome Barbie, bienvenue ici, où on est quelques-uns, je crois, un copain à moi et puis moi, à espérer, tu vas venir avec ton armée, tout balayer. À partir de 1989, de graves troubles vont parsemer les républiques satellites de l'Union soviétique, donc tout le bloc de l'Est, et entre 1989 et 1991, tous les anciens pays communistes de l'Europe vont devenir des démocraties libérales sous l'impact de puissants mouvements populaires. Alors par exemple, on pensera à la Roumanie, à la Hongrie, à la Pologne, également à la RDA. Ainsi, en 1989, le mur de Berlin va tomber. Ça va être vraiment une date, je veux dire, repère assez importante. À partir de 1991, l'URSS elle-même va disparaître et va être remplacée par une république fédérale russe. À partir de 1991, la Russie va plonger dans un certain chaos interne et va être dirigée par un certain Boris Yeltsin, qui, comme vous allez le découvrir, ne va pas faire que du bon travail. Suite à la chute du mur de Berlin, Poutine revient en Russie, et c'est ainsi que dans cette période de chaos, de reconstruction, de destruction, il va pouvoir commencer à bâtir un empire, d'abord basé sur les réseaux, et ensuite un empire au sens propre, au sein de la Fédération de Russie. L'empire russe disparaît, et à sa place, une vingtaine de pays émergent en Eurasie, dont la Russie. À sa tête, Boris Yeltsin règne et se fait réélire en 1996. Sous sa présidence, le pays amorce ce que certains ont cru être une démocratisation de la vie politique russe. En réalité, le pays sombre entre les mains d'hommes d'affaires sans pitié, les fameux oligarques. Des pans entiers de l'économie russe leur appartiennent et ils forment des clans qui s'affrontent violemment pour la maîtrise de l'exploitation des énergies fossiles ou encore des industries lourdes ou pharmaceutiques. Leurs noms, vous les connaissez sûrement. Abramovitch, Rybolovlev, Prokhorov ou encore Boris Berezovsky. Tous ces hommes se bâtissent des fortunes colossales sur les décombres de l'URSS. L'économie russe se libéralise sauvagement et c'est la loi du plus fort qui l'emporte. On passe en effet d'un État surpuissant à un État absent. Les meurtres, les manipulations politiques et la violence sont la règle pour s'approprier les affaires, quand ce n'est pas le recours direct à la mafia. Yeltsin, quant à lui, plonge progressivement dans la torpeur et connaît de sévères problèmes de santé, notamment des problèmes d'alcoolisme. À l'intérieur de la Russie, de nombreux troubles éclatent et en 1994, la Tchétchénie réclame son indépendance. La petite république caucasienne, coalisée autour du charismatique leader nationaliste Djokhar Doudaïev, ancien général soviétique, décide de prendre les voiles. Il faut savoir que la Tchétchénie avait été elle-même conquise au prix d'énormes difficultés au XIXe siècle. Yeltsin voit dans cette sécession une opportunité de renforcer son pouvoir et lance l'armée russe à l'assaut de Grozny, la capitale tchétchène. Ce qui devait être une blitzkrieg sanguinaire s'avère être un bain de sang pour l'armée russe.
mal commandé et en mauvais état technologique. Les combattants tchétchènes obtiennent la victoire le 6 août 1996 quand ils reprennent Grozny, leur capitale, aux mains des Russes. Yeltsin doit demander le cessez-le-feu. C'est une humiliation immense pour la Russie qui se retire affaiblie du conflit. Bien que réélu dans des conditions très douteuses la même année, Yeltsin fait figure d'homme de paille entre les mains des oligarques qui maîtrisent le game. La Russie continue de sombrer avec la crise économique de 1998. L'État russe n'arrive plus à équilibrer ses finances car il n'arrive plus à récolter l'impôt. La Russie est alors en défaut de paiement sur les marchés financiers et le rouble perd 84% de sa valeur. La population russe souffre de la transition brutale d'une économie entièrement planifiée à une économie ultra-libéralisée où le libéralisme sauvage fait sa loi. C'est dans les suites de ce contexte explosif qu'un certain Vladimir Poutine va arriver au pouvoir. De retour en Russie, Vladimir Poutine va intégrer le FSB, donc les nouveaux services secrets russes. Très rapidement, il va intégrer l'équipe du maire de Saint-Pétersbourg et être en charge d'un portefeuille, celui des investissements étrangers, c'est-à-dire que c'était lui qui devait faire en sorte que des étrangers viennent investir à Saint-Pétersbourg. Progressivement, comme je vous l'ai dit, il va se construire un empire de réseau et se rapprocher du président Yeltsin. Alors le président Yeltsin, à cette époque, est vraiment sous l'emprise des oligarques, notamment du clan Berezovski. Boris Berezovski est un oligarque très puissant et va se dire, tiens, ce jeune Vladimir là, il serait pas trop mal pour succéder à Yeltsin. Alors pourquoi ? Il se dit, ouais, il a l'air facilement manipulable, il n'a jamais eu de grandes ambitions et il a fait toute sa carrière dans l'administration. On suppose donc que c'est quelqu'un d'assez corporate, vous voyez, c'est pas un foufou, quoi. C'est pas un oligarque non plus, donc on se dit, ouais, il y a moyen sûrement de le manipuler s'il devient président après Yeltsin. Alors donc, souvenez-vous, notre cher Yeltsin avait été réélu. Donc comment faire en sorte que le mec dégage et qu'il soit remplacé par Poutine? Alors tout d'abord, Poutine est vice-président de Yeltsin, puis il va devenir président par intérim de la Fédération de Russie, suite à la démission orchestrée de Yeltsin. Donc là, les oligarques se disent, c'est bon, on a placé notre petit officier du KGB, on va pouvoir le gérer comme on veut. Néanmoins, c'est à cette période, en 1999, que Vladimir Poutine va faire ce qu'il sait faire de mieux, de la politique étrangère. En effet, cette année-là, de nombreux attentats islamistes vont frapper la Russie. Ils ont été organisés par la frange islamiste radicale de la rébellion tchétchène et se sont déroulés dans, on va dire, une certaine passivité de circonstances des services secrets russes. Donc voilà, je vais pas vous expliquer comment faire le lien entre un ancien officier du KGB qui devient président et la passivité des services secrets russes dans des attentats qui vont lui permettre de renforcer son pouvoir. Bon, tous les doutes sont permis. Ni une ni deux, Poutine va se jeter sur l'occasion et dire il faut laver l'honneur de la Russie, on va attaquer à nouveau la Tchétchénie. Nous poursuivrons les terroristes partout. À l'aéroport s'ils sont à l'aéroport. Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes. Alors donc avec l'appui du clan tchétchène Kadyrov, donc Kadyrov, c'est celui qui est au pouvoir d'ailleurs maintenant en Tchétchénie, il va lancer une offensive d'une violence absolue sur la petite république du Caucase, qui était devenue indépendante. Ainsi, de août 1999 à février 2000, l'armée russe va lancer une offensive très puissante, prendre Grozny au terme de bombardements et de combats d'une extrême violence, et les derniers débris de la rébellion tchétchène vont se réfugier dans les montagnes. Suite à cela, donc, Poutine est auréolé d'une victoire militaire assez importante. Il a lavé l'honneur non seulement de la Russie, mais également de l'armée russe qui avait été défaite 3 ans auparavant, et il contribue déjà à rehausser l'image de la Russie, déjà aux yeux du peuple russe. Il s'affirme comme un homme fort, à même de redresser la Russie. Avec un peu de propagande autour de sa personne et la mise en place d'une politique assez dynamique, tout du moins en image, il va se faire élire président lors des élections anticipées de 2000. À partir de cette période-là, il va commencer la politique qui a fait son succès aussi bien au niveau intérieur qu'extérieur de la Russie. Tout d'abord, mater les oligarques et secondo, une politique étrangère qui a pour but de replacer la Russie dans le jeu des grandes nations.
dans plusieurs scènes qui sont passées d'ailleurs en direct à la télévision ou en différé, il va mater publiquement les oligarques. En gros, il va devenir l'oligarque des oligarques. Il y a notamment cette scène où il arrive dans une usine et où il impose à un oligarque très puissant la signature d'un accord qui l'empêche d'opérer une restructuration dans le personnel. Et donc tout ça, ça se passe à la télé. On voit Poutine qui oblige le mec à le faire. Ensuite, il va réunir tous les oligarques et leur imposer ses conditions. Il va clairement dire « Moi, je ne suis pas à votre service ». Et par exemple, Boris Berezovsky va être chassé du pouvoir et va d'ailleurs se suicider pas longtemps après dans sa demeure de Londres. Se suicider ou se faire suicider, à nouveau, on ne sait pas trop. Et donc, Poutine doit également prendre à bras-le-corps ce problème fiscal. Comme je vous l'ai dit, en 98, on a eu une crise financière assez importante et il y a un gros problème de récolte de l'impôt en Russie. Ainsi, il va mettre en place un impôt sur le revenu à taux fixe de 7%. Donc, que vous soyez riche ou pauvre, vous payez 7% d'impôt. D'ailleurs, ces initiatives prises par Poutine lors de sa montée au pouvoir sont reprises par le youtubeur L'Histoire en 5 minutes qui fait également partie du label Hérodote. Je vous invite à retrouver sa vidéo, je la mets en fiche dans le coin de l'écran. Il va pouvoir mettre en place une politique étrangère très vigoureuse, si j'ose dire, qui va tout d'abord faire reprendre à la Russie son espace d'influence tsariste, donc sa zone d'influence traditionnelle, et ensuite il va entreprendre de placer la Russie au-delà de cette zone d'influence et de lui faire retrouver un pouvoir qui était celui de la Russie du temps de l'URSS, donc un pouvoir d'influence et de coercition sur le monde entier. Poutine a parfaitement compris que le meilleur ciment pour le pays serait d'une part de s'appuyer sur une forme d'impérialisme en mode tsariste et également de proposer une alternative politique au bloc occidental comme du temps de l'Union soviétique. Donc Poutine va vraiment se placer à la rencontre de ces deux grandes influences qui ont bâti la réputation de la Russie dans le monde. Nous avons des objectifs clairs et nobles. Nous voulons rendre notre pays brillant, tourné vers l'avenir, parce que nos ancêtres ont habité ici. Alors par exemple, le tsarisme latent du pouvoir poutinien s'exprime très bien lors de l'offensive contre la Géorgie en 2008. Là, c'est vraiment l'attaque d'un pays satellite de la Russie qui s'opère pour lui dire « tu reviens dans le rang ». Également, lors de la prise de la Crimée, suite à un référendum, on va dire un peu discount, qui a fait que la Crimée s'est autodéterminée comme membre de la Fédération de Russie. Poutine va vraiment mettre en place une politique étrangère très agressive, aussi parce qu'il s'empare d'opportunités. Une des opportunités sur lesquelles Poutine se repose très largement, c'est l'inaction diplomatique de l'Union européenne. Ça lui laisse une énorme marge de manœuvre. Également, il s'appuie sur la mauvaise réputation de l'action diplomatique américaine suite aux années 2000 qui ont été marquées donc voilà par un interventionnisme américain excessif dans les affaires du monde. Et Poutine va tenter d'apparaître comme étant une alternative à la fois à l'inaction de l'UE et à l'action violente des États-Unis. De plus, comme tous les dirigeants autoritaires, par exemple comme à la Corée du Nord, la façon dont il va voir le temps ne va pas être la même. C'est-à-dire que dans les démocraties libérales, les dirigeants, vous savez, ils changent assez régulièrement. Tous les 4 ou 5 ans, il y a un nouveau président aux États-Unis ou bien en France, machin. Donc il n'y a pas une vraie continuité dans la politique étrangère. Elle peut être soumise à variation. Alors que Poutine, lui, il a un parti, je ne dirais pas unique, mais un parti omnipotent en tout cas, qui s'appelle Russie Unie et qui, verrouille le jeu politique en Russie. Grâce à cela, il n'a pas une grosse opposition, ou en tout cas, il l'a fait museler après de nombreuses initiatives à la fois pour museler les médias, mais également museler les partis concurrents, mais aussi les oligarques qui voulaient le renverser. Il les a tapés en tôle, enfin, voilà, il a fait le ménage, on va dire. Et donc, ça lui permet d'avoir un pouvoir horizontal extrêmement direct et une possibilité d'action et de frappe qui est bien supérieure à la plupart des autres dirigeants du monde, si l'on accepte par exemple les dirigeants coréens ou chinois. Sur le plan intérieur, la Russie est un pays autoritaire. Alors, j'insiste également sur le fait que la Russie n'a jamais connu de vraie démocratie.
Donc par exemple là-bas, il n'y a pas une tradition de la séparation des pouvoirs, comme on peut le connaître dans les pays anglo-saxons. Là-bas, la justice a toujours rendu des décisions qui servaient le pouvoir exécutif. Et donc la justice reçoit ses ordres de l'exécutif. Et cette tradition-là s'est renforcée évidemment avec Poutine. Elle s'est, affirmée, elle s'est aussi décomplexée. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège qui voudrait dire que Poutine maîtrise tout en Russie. Ce n'est pas vrai. Dans la plupart des cas, en fait, en Russie, on est plus proche d'un État défaillant que d'un État fort. En témoignent de grands travaux, par exemple, comme l'autoroute qui relie Saint-Pétersbourg à Moscou. Alors cette autoroute n'est toujours pas finie et une grande partie des budgets ont en fait été détournés dans des pots de vin, la culture du pot de vin étant très répandue en Russie, et même si c'est Poutine qui est au pouvoir, il ne contrôle pas tout, il ne peut pas vérifier où va l'argent, et de toute façon quand on fait un budget en Russie, en fait, il y a une partie qui d'office part dans les pots de vin. Il y a évidemment pas vraiment de liberté de presse en Russie, et il y a encore quelques ONG qui veillent sur les droits de l'homme, mais bon, pas vraiment de vrais contre-pouvoirs. Alors en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la politique de Poutine a été plus pragmatique qu'on peut bien le penser. Alors on se dit ouais, c'est tsariste, c'est une espèce de renouveau soviético-impérialiste, mais en réalité, Poutine a été pragmatique parce que il s'est avéré que réformer l'économie russe était extrêmement compliqué car, comme je vous l'ai dit, c'est une économie très fragile car elle dépend énormément des matières premières. Et ensuite, faire progresser démocratiquement ou bien institutionnellement la Russie aurait été très compliqué. Il faut savoir que la Russie est une fédération et donc, dans les fédérations, vous avez des responsables locaux qu'il faut maîtriser et quand vous prenez une décision au niveau étatique, c'est pas comme en France par exemple où on a un régime centralisé. Là-bas, ce n'est pas un régime centralisé. Et donc, quand vous voulez imposer une décision à l'entièreté de la Russie, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut bien croire. Et donc, c'est pour ces raisons-là que, pour rester au pouvoir, Poutine s'est pragmatiquement orienté vers une politique étrangère qu'on pourrait qualifier à la fois d'agressive, mais également, surtout, d'intelligente. Et elle est très payante aujourd'hui, même s'il y a des sanctions qui sont tombées sur la Russie récemment, notamment avec l'invasion de la Crimée et tout ça. Ça a quand même redonné un lustre exceptionnel à une Russie qui, dans les années 90, avait complètement sombré. C'était devenu le chaos absolu. En 2015, par exemple, juste avant que les Français et les Britanniques ne proposent de bombarder la Syrie lors d'une motion à l'ONU, Poutine va faire glisser une motion russe qui va proposer une procédure de médiation. Alors ça va bien arranger beaucoup de pays dans le monde qui se disaient ouais, on va quand même pas soutenir une nouvelle intervention et donc Poutine aura un peu sauvé la face tout en faisant avancer ses pions. Néanmoins, il faut se rendre compte que si la politique de Poutine marque de vrais succès, aussi bien au niveau intérieur qu'extérieur, les succès qu'elle enregistre ne seront pas durables. Pourquoi ? Tout d'abord, il y a une concentration immense des pouvoirs dans les mains de cet homme depuis aujourd'hui plus de 18 ans. Et je ne pense pas que ce soit un modèle durable. Tous les autocrates, de toute façon, finissent soit par mourir, soit par laisser le pouvoir, soit par disparaître. Et donc, ce n'est pas un modèle de pouvoir vraiment réplicable. Ensuite, l'État russe reste faible, en fait. Ses institutions restent faibles. Elles n'ont pas été renforcées sous la période Poutine, et donc elles ne garantissent pas non plus la continuité des politiques qu'il a lancées. Ensuite, les Russes restent traumatisés par leur passé, à la fois par la quête d'une nouvelle puissance impériale, mais également par le souvenir de cette période de puissance que fut l'URSS. Ainsi, par exemple, s'ils soutiennent autant Bachar al-Assad, c'est pour garder ce fameux accès aux mers chaudes qui était une obsession de l'Empire russe. Également, la reprise de la Crimée, qui ne revêt en réalité pas de grands intérêts économiques. Tout ça prouve, toutes ces initiatives prouvent qu'il y a des limites à la politique russe en réalité qui vit un petit peu, si j'ose dire, dans le passé. Également, pour mettre en avant que les décisions de Vladimir Poutine sont finies dans le temps, c'est que l'économie russe reste très fragile, non seulement financièrement, mais également dans sa structure même, à cause de sa dépendance vis-à-vis des matières premières, de la sous-exploitation des terres arables en Russie, qui est une
une tradition, cette sous-exploitation depuis la période soviétique. Je veux dire, sous la période soviétique, les rendements étaient devenus extrêmement faibles dans les années 80. Et même si aujourd'hui Poutine met à l'amende les oligarques, rien ne dit que dans 10 ans, dans 20 ans, ils ne reviendront pas à la charge. Car il n'y aura pas en face d'eux une institution étatique russe suffisamment forte pour les contrôler. En conclusion, je dirais que pour comprendre la Russie, il faut se mettre à la place des Russes des années 90 et début 2000, qui ont vécu de nombreuses humiliations aussi bien morales que physiques de la part non seulement du bloc occidental, des oligarques à l'intérieur de la Russie qui faisaient régner la loi de la terreur, et Poutine est arrivé comme une figure protectrice, à même de mettre fin non seulement aux abus internes et externes dont étaient victimes la Russie et le peuple russe. Néanmoins, la quête de puissance russe se fait aujourd'hui au détriment de nombreux facteurs, aussi bien démographiques, les Russes ne font plus d'enfants, les hommes russes sont particulièrement touchés par l'alcoolisme et meurent très jeunes par rapport aux moyennes occidentales par exemple. S'il y a évidemment de très belles choses qui ont été réalisées sous le pouvoir poutinien, par exemple la rénovation de Saint-Pétersbourg, de Moscou, je veux dire, est vraiment exceptionnelle. Je veux dire, on peut le dire, c'est vraiment au niveau patrimonial et tout ça, c'est vraiment beau, ce que sont devenues certaines grandes villes de Russie. Maintenant, ça ne doit pas cacher non seulement des inégalités qui sont toujours persistantes, il y a également toujours une très forte prédominance du secteur de l'économie grise en Russie. Le bilan diplomatique de la Russie est absolument exceptionnel et qu'il y a d'évidentes réussites internes. Ça ne doit pas masquer un pays qui est en réalité très fragile, qui est plus que jamais prisonnier de son histoire. Si aujourd'hui l'ego des Russes est flatté par les nouvelles conquêtes du pouvoir poutinien, ça ne doit pas cacher également qu'il y a des contestations au niveau interne, par exemple lors de la rénovation actuelle de Moscou qui implique le relogement de plus d'1 million de moscovites et une énorme spéculation immobilière. Je pense vraiment qu'il y a aujourd'hui toujours un manque de régulation de l'économie russe, qu'il y a toujours énormément non seulement de spéculation immobilière, financière sur les matières premières, que les entreprises étatisées comme Gazprom maîtrisent toujours des pans entiers de l'économie et c'est une vraie menace à terme car ce sont des géants au pied d'argile qui risquent un jour peut-être de sombrer et d'emporter avec eux une partie de l'économie russe. Donc si la Russie s'est sortie partiellement de ses vieux démons, beaucoup d'entre eux restent présents. Je ne me hasarderai pas à dire ce que va devenir la Russie dans les 50 prochaines années, mais il faut vraiment nuancer le tableau qui tendrait à peindre la présidence Poutine comme étant une réussite absolue. Peut-être sur certains points, sur d'autres, beaucoup moins. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Vladimir Poutine. Si vous avez aimé, vous pouvez faire plusieurs choses. Tout d'abord, vous abonner, liker, laissez un commentaire, allez voir les autres vidéos de la série, par exemple la vidéo sur Trump ou la vidéo sur le Brexit. Également, je vous invite à rejoindre l'offre de l'Académie. Vous retrouvez le lien dans la description. C'est une offre mensuelle que je publie sur Vimeo et qui est donc payante, mais qui vous permet à la fois de me soutenir, mais également de vous enrichir personnellement, philosophiquement et culturellement, j'ai envie de dire, avec des clés léguées par de grands penseurs. Allez, à la prochaine. Ciao.